Les recommandations de l'OMS en matière d'éducation sexuelle incitent-elles à la pédophilie? On va parcourir ensemble et vous allez vous faire votre avis. Concernant le contexte, il faut savoir que depuis 2001, une loi obligeait les écoles françaises à faire des cours d'éducation sexuelle dès la maternelle. Cependant, cette loi n'était pas très respectée, mais depuis mars 2023, les associations comme le Planning Familial, SIDAction et SOS Homophobie attaquent l'État en justice afin que ces cours soient véritablement imposés. Alors effectivement, c'est dans leur intérêt, car il faut savoir que depuis 2010, la mouvance woke et les fondations comme l'Open Society fournissent des recommandations écrites très explicites sur la manière de pratiquer ces cours de santé sexuelle. Et donc, en l'absence de compétences précises de la part du corps enseignant, eh bien, c'est ça qui fait office de programme, et les associations ôtent alors tout le crédit pour s'inviter et se faire inviter afin de parler à nos petits-enfants. Et oui, vous avez aussi bien entendu, on parle de santé sexuelle, c'est la novlangue. C'est une manière de rendre la chose aussi salutaire qu'indispensable. Ces recommandations prennent différentes formes en fonction des pays. En France, c'est estampillé OMS, mais en Belgique, par exemple, c'est le système EVRAS qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est juste une réécriture par les associations belges. C'est un petit peu moins trash, puisque ça commence à partir de 5 ans, mais c'est tout autant scabreux. Alors pour la France, on a un petit tampon de l'OMS, c'est cependant rédigé par des Allemands, c'est un organisme du ministère de la Santé allemand. Alors par organisme, il faut bien comprendre que c'est une structure qui œuvre pour les politiques publiques, mais grâce à des financements extérieurs. Les poches sont grandes ouvertes, allez-y. Nous allons rapidement parcourir le document, le lien de téléchargement est dans la description, et puis je vais vous expliquer surtout en quoi il est désormais parfaitement légitime de considérer que ce genre de document et l'ensemble des démarches qui y sont associées relèvent d'une forme d'incitation à la pédophilie. On va parcourir le document, vous aurez compris que c'est pas de la médecine, c'est de l'idéologie sale et stupide. Alors celui-là c'est la version de 2022, j'ai pas trouvé la version de 2023, s'il y en a une. En tout cas, vous pouvez la télécharger librement dans la description. On a une petite légende ici, ce qui est en gris ce sont les thèmes additionnels, les nouveaux. Il n'y a rien d'alternatif dans cette couleur. Donc sur la première page, il y a déjà, on nous parle immédiatement de masturbation enfantine précoce, je crois que ça avait été déclaré fake news par le régime. Non, c'est bien là en tout cas. Bon, c'est quand même un petit peu bizarre. On nous parle de jouer au docteur par exemple, un 0-4 ans. C'est tout à fait adapté. Un sentiment positif envers le fait d'être une fille ou un garçon. C'est juste là, on est toujours sur la page des 0-4 ans. C'est vraiment très très bizarre. Il y a énormément de choses étranges dans ce document. Si je scrolle un petit peu, j'avais repéré des choses, par exemple la influence de l'âge sur la sexualité, le comportement adapté à l'âge. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Les rôles sexuels. Mais de quoi on parle exactement? De quoi est-ce qu'on est en train de parler ici? Le droit d'explorer les identités sexuelles à 0-4 ans. De quoi est-ce qu'on parle? Le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant. Mais de quoi on parle en fait? Je sais pas, c'est bizarre quand même d'écrire ce genre de choses en fait. Le droit d'explorer les identités sexuelles, ça c'est clairement un truc LGBT. 0-4 ans, c'est absolument terrible. Difficile de passer à côté des MST, 6-9 ans, c'est important d'en parler. Après on descend un petit peu, on nous parle à nouveau d'éjaculation, on nous parle de pénis, etc. 9-12 ans. On est bien avant l'adolescence, on nous parle à nouveau masturbation, orgasme, etc. À nouveau masturbation, orgasme, enfin bref, tout le document est comme ça. Avant toute chose, on va se demander d'où vient ce délire de vouloir masturber les enfants de moins de 4 ans. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, d'où ça vient et pourquoi. Alors le problème, c'est que les agents d'influence de notre société, ce que j'appelle les grands réseaux, par l'intermédiaire des lobbies et des associations citoyennes, alors avec plein de gens de bonne foi, mais orientent les idéologies et les politiques européennes par l'intermédiaire de financements savamment placés. Faut savoir qu'ils ont carrément des salariés qui sont payés pour faire des dons à des associations. Alors c'est plus de la philanthropie, c'est une forme de trafic d'influence qui s'est industrialisé et mondialisé notamment grâce à Internet. On en est là aujourd'hui. Ils agissent sur de nombreux tableaux, et en ce qui concerne l'enfance, puisque rien ne leur échappe, ils semblent orienter leur idéologie autour d'une lecture assez prosaïque d'un versant de la psychologie, la psychanalyse d'un certain Sigmund Freud. Les travaux de Freud sur les stades de développement de l'enfant consistent à penser que l'enfant passe par des rapports uniquement sexualisés vis-à-vis des gens et des choses. Pour faire simple, selon Freud, l'être humain cherche perpétuellement le plaisir et le nourrisson va alors se développer au travers de la recherche du plaisir sexuel. Donc Freud ne vous est pas inconnu puisque c'est le père de la psychanalytique, c'est une approche parmi d'autres qui consiste à analyser l'influence de l'inconscient sur les comportements humains. Il faut comprendre que c'est pas le père de la psychologie, mais c'est l'approche la plus connue, aussi parce qu'elle semble être la plus simple et la plus facilement compréhensible pour des profanes comme nous. On va relativiser Freud. Alors des écoles de pensée, il y en a 7 en psychologie,
psychologie, et franchement, vous les vulgariser pour moi est très compliqué. Freud paraît simple, les autres font appel à des concepts de psychologie très difficiles à appréhender. Ouvrez grand vos oreilles. Cette école de pensée, la première, structuralisme. C'est la première école de pensée qui analyse les expériences de vie et les décompose en structures qui peuvent avoir des interactions entre elles. Elles peuvent servir de grille de lecture et donc c'est ça qu'on va analyser. Deuxième école de pensée, le fonctionnalisme. Alors ça c'est intimement lié au structuralisme, sauf qu'on va raisonner en termes de fonction plutôt qu'en termes de structure. Les faits sociaux, la culture, les religions se définissent par des fonctions qu'elles doivent donc remplir. Le comportementalisme, ça on connaît le comportementalisme. Si, vous allez voir, là on s'intéresse au comportement de l'individu, sa façon d'être et d'agir, comment la psychologie humaine va se retrouver au quotidien. On a la célèbre expérience du chien de Pavlov, ça on connaît, avec le chien qui prend l'habitude d'aboyer lorsqu'il entend la cloche. Il y a des variantes aussi avec des croquettes. On peut alors expliquer comment se créer ce comportement. Autre école de pensée, le gestalisme, c'est un peu les bad boys de l'équipe. Ici, il va s'agir de considérer l'humain comme un tout, en relation avec son environnement, plutôt que d'essayer de le fragmenter en éléments analysables indépendamment les uns des autres. Je fais vite, j'essaye de pas trop perdre de temps là-dessus, mais je tiens à insister afin de relativiser les travaux de Freud. Ensuite, on a les humanistes, eux ils sont basés sur une vision positive de l'individu, où tout dans l'éducation ou la démarche de l'individu devront pousser à son accomplissement. Alors on est bienveillant, on encourage, ça a l'air cool comme école en fait. Alors ça on connaît Maslow par exemple, ou Malo, ça dépend comment on prononce, et sa fameuse pyramide qui nous décrit bien les étapes de l'accomplissement personnel de l'individu. Et avant Freud, on va terminer avec les cognitifs. Donc là c'est une branche de la psychologie qui s'intéresse à l'étude des processus mentaux humains, y compris la façon dont les gens se souviennent, perçoivent, apprennent et pensent. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à l'origine c'est Jean Piaget qui a développé une thèse sur le stade du développement de l'enfant, donc c'est là que va naître l'école des cognitifs, et son travail est très intéressant parce qu'il va décrire la manière dont l'enfant pense, dont il va visualiser et interpréter son environnement. Par exemple, un des exemples frappants qui est donné, c'est l'exemple du nounours qui tombe de l'autre côté du lit. Moi je connais, c'était terrorisant, et l'enfant pense qu'il va être perdu à tout jamais. Donc c'est au travers de ce genre d'expérience que l'enfant va apprendre à se développer, il va aussi se comprendre lui et comprendre ceux qui l'entourent. C'est lorsqu'on lit de manière simple et bête comme moi sur le papier, on voit immédiatement une alternative beaucoup plus sérieuse et moins rocambolesque à la psychanalyse de Freud. Moi tu me parles de cul, je comprends tout de suite. Effectivement, l'être humain, et donc l'enfant, selon Freud, cherche le plaisir. Le seul à sa disposition, ça va être le plaisir sexuel. Bah oui, l'enfant il joue pas au poker, il boit pas, il fume pas, il a pas le droit de sortir le soir. Le tuning, c'est pas son truc. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est se toucher le vermicelle. Et donc selon Freud, il va absolument tout rapporter à ça. Ça a l'air un peu facile comme ça, non? Alors, malgré cette description un petit peu fleurie, je juge pas les travaux de Freud, je connais pas. En revanche, ce dont je suis conscient en tant que citoyen, c'est que la psychologie, comme de nombreux autres champs d'études, c'est une science abstraite, qui n'a rien de sûr, de palpable, et que les professionnels doivent piocher un peu partout pour faire du bon travail. Ça dépend aussi beaucoup des gens et des situations, donc on ne peut pas être dogmatique quand on fait de la recherche, ce n'est pas possible, on doit garder l'esprit ouvert. Et maintenant, regardons ce tableau. Il s'agit des stades du développement de l'enfant selon Freud. C'est là-dessus que s'est basé l'OMS pour rédiger ces recommandations que nous avons vues précédemment. J'invente rien, tout se trouve sur internet. On va décortiquer les différents stades ensemble, attention à ne pas vomir, je résume très rapidement, vous avez des liens avec des articles plus poussés dans la description. Premier stade, le stade oral jusqu'à 18 mois, Freud explique que l'enfant a besoin de satisfaire un besoin oral, puisque c'est là que se situe sa zone érogène. Alors il faut bien comprendre que selon cette perspective, l'enfant va constamment chercher le plaisir de sucer, que ce soit le sein de sa mère ou une tétine. C'est dans cette optique-là que certains pédophiles vont penser que ça peut aider l'enfant à se développer. L'enfant va notamment être victime des viols oraux ou des viols au berceau. Vient le stade anal de 18 mois à 3 ans, l'enfant découvre cette zone érogène et selon Freud, prend du plaisir à faire sortir et rentrer son caca par exemple. Ce serait d'ailleurs une manière d'exprimer son agressivité envers sa mère. C'est dans cette optique-là que certains pédophiles, afin que l'enfant découvre son corps, vous aurez compris la suite. Vient ensuite le stade phallique de 3 à 7 ans, où les enfants se rendent compte de la différence de sexe. Le garçon découvre l'activité masturbatoire et sa principale peur sera apparemment d'être castré. Il va aussi avoir une grosse attirance sexuelle pour son papa et sa maman. La fille, quant à elle, va se rendre compte qu'elle n'a pas de pénis et va vouloir un pénis, et par compensation va avoir envie de coucher avec son père pour compenser le pénis. Alors là, c'est quelque chose de très fort, on va s'attarder un petit peu dessus, parce que cette théorie sur la fille sera reprise et retravaillée de nombreuses fois
soit dans les affaires judiciaires, ce qui conduira petit à petit à une destruction systématique de la parole des femmes et des enfants dans le cadre des violences sexuelles. Puisque c'est suite à la publication de ces travaux sur l'enfance et l'hystérie, on est entre 1895 et 1900, c'est à cette époque que c'est toute une classe de praticiens, de politiciens, de juges, de magistrats, etc. qui vont considérer que le viol est un fantasme des femmes et qu'il ne faut pas les écouter. Et ça continue malheureusement à perdurer aujourd'hui. Un grand exemple, c'est le procès Outreau, où l'actuel garde des Sceaux français, Dupond-Moretti, qui représentait la défense, a été odieux et agressif envers les enfants. Il a détruit littéralement la parole et humilié les petites victimes. Clairement, le constat a beaucoup trop d'acquittés pour le nombre d'enfants abusés. Certains enfants, en ce moment même, relancent des procédures pour essayer de faire condamner leurs bourreaux. On a des acquittés qui sont ressortis de l'anonymat pour des faits de violence et de viol. Ce procès Outreau en 2005, c'est véritablement l'échec de la justice française. Suite à cette affaire, la chancellerie française évoque même une baisse de 40% des condamnations pour viol et agression sexuelle, puisque les preuves sont plus difficilement recevables et les victimes désormais plus timides. Je vous présente l'article et le tableau du Monde, vous avez bien sûr les liens en description comme tout le reste. Donc aujourd'hui, il semble être établi que s'il y a une agression sexuelle, c'est que la victime l'a cherché ou qu'elle a une sorte de fantasme. En tout cas, si vous voulez savoir pourquoi il y a si peu de prise en compte des victimes aujourd'hui et que le mieux qu'on puisse faire, c'est une file d'attente dédiée dans les commissariats, vous avez une réponse ici concrète. On va terminer rapidement avec période de latence de 7 à 8 ans. Là, on parle d'une désexualisation des relations avec les objets et des sentiments amoureux. Le garçon lâche sa quéquette, la fille arrête les fantasmes. Plus c'est grave, plus je suis sarcastique, je suis désolé. Et ainsi, chacun se rend compte qu'il peut vivre sa sexualité avec d'autres en dehors du cercle familial. Salut, tu veux un bonbon ? Puis le stade génital, l'entrée dans l'adolescence, la sexualité se met en place et les zones érogènes sont alors au centre de l'attention des jeunes gens, un peu comme les bonobos. Ne cherchez plus, c'est donc là qu'on retrouve toutes les imbécilités qui figurent dans les recommandations de l'OMS. C'est vraiment terrible. Vous aurez compris qu'il ne s'agit rien de plus qu'une lecture crasse et très prosaïque des travaux de Freud sur le développement de l'enfant. Concernant les violeurs et les pédophiles, il y a effectivement des problèmes psychologiques, toutes sortes de pathologies, de l'appropriation, de la domination. Le transfert par exemple, quand une victime pour s'affranchir va devenir à son tour bourreau. Et encore un millier d'autres choses que j'ignore. Cependant, on comprend mieux pourquoi il y a aujourd'hui toute une sorte de classe ou de caste qui considère que c'est rendre service à l'enfant, que c'est de lui faire plaisir ou de l'éduquer. C'est aussi une des rhétoriques du pédophile et de l'incestueux. Je fais cela pour te rendre service, qui pourrait t'apprendre si je n'étais pas là. Il faut savoir que les pédophiles se trouvent surtout dans les milieux où il y a des enfants, les milieux de l'éducation, les centres aérés, ce genre de choses. Dans tous les milieux où il y a des enfants, il y a ce cancer. Le père Gabriel Almoth, dans son livre paru en 2013, Le Dernier Exorciste, parle d'une secte satanique qui aurait infiltré l'église et aurait pour mission de détruire tout ce qu'il y a de sacré. L'église est elle aussi en guerre. Je suis agnostique et cartésien jusqu'au fond des chaussettes. Ce livre, je l'ai trouvé véritablement passionnant. Le père Almoth nous parle aussi d'une dure réalité, celle des crimes d'enfants ritualisés, des meurtres rituels. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, vous pourrez facilement retrouver Karl Zero sur les réseaux sociaux qui en parle bien mieux que moi. Alors pour en revenir à ce document, je rappelle qu'il sert de support aux assos qui font les cours de santé sexuelle. Santé sexuelle, c'est la novlangue. Il y a eu une grosse pression de la part de l'Open Society et des philanthropes milliardaires pour imposer ces cours grâce à des lois. Et en l'absence de programmes et de vrais chefs d'État, bien ces cours ont été délégués aux associations dans de nombreux pays d'Europe. Malheureusement, c'est que la mouvance woke et LGBT regroupe l'intégralité des anciennes luttes qui consistaient à défendre par exemple les femmes battues ou les homosexuels, et donc aussi les enfants, donc les LGBT ont littéralement remplacé toutes ces luttes-là. Alors je me suis un petit peu renseigné sur le sujet, je ne connais pas, c'est pas mon monde, c'est pas mon univers. Moi le soir je rentre, je joue à SimCity. Je ne connais pas ces choses-là, je me renseigne. Sur le net, j'ai trouvé le témoignage d'Axel, je crois qu'on dit des trans, qui nous explique comment les milieux LGBT et queer sont en fait de véritables refuges à la sorte de pédophiles fétichistes. En fait, comme partout, on se rend compte qu'il y a des exploiteurs et des exploités. Je n'invente absolument rien, vous trouverez le lien en description, comme le reste. Ce sont donc ces personnes-là qui se déplacent dans les écoles, y compris les maternelles. Ces gens n'ont aucune forme de qualification pédagogique ou psychologique. On peut même dire que ce sont des gens un petit peu malades. Et ils trouvent dans ces recommandations de l'OMS écrites, tout le crédit pour abuser des enfants en étant persuadés que c'est pour leur bien. Ne leur laissez pas l'éducation de vos enfants. Ils ont mis tous les parents au travail et nous leur avons laissé l'éducation de nos gosses. C'était la pire chose à faire.
Faites l'école à la maison. Alors c'est pas du tout évident, hein, mais pour ceux qui peuvent se permettre de baisser leur niveau de vie, faites l'école à la maison. Il y a des contrôles de l'académie, c'est de plus en plus dur, ils doivent s'assurer que l'enfant répond bien aux impératifs, mais je crois qu'ils serrent la vis de plus en plus pour que ça se fasse de moins en moins. Mais bon, c'est faisable, il y a quand même des informations sur internet à ce sujet, je vous invite à vous renseigner. Ne leur laissez pas vos enfants. Merci d'avoir suivi mon blabla, n'hésitez pas à vous abonner, de gros dossiers arrivent, un travail sur le zozotement aussi, on reste fort.